Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 8 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et maintenant, direction les marchés où les indices, en tout cas en Europe, ont entamé la semaine dans une séance assez calme. Juste avant une statistique clé cette semaine, l'inflation US mercredi. Alors, en fin de semaine, il y avait le fameux NFP, le rapport mensuel de l'emploi américain, et suite à ça, Wall Street a continué à battre ses records puisque les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis sont ressortis meilleurs que prévu. On a aussi eu une annonce concernant un traitement du Covid-19 développé par Pfizer ayant, une fois de plus, conforté l'optimisme des investisseurs sur la poursuite du rebond de l'économie. Alors, d'un point de vue macro, tous les voyants sont au vert. L'économie américaine a créé 531 000 emplois en octobre, soit 80 000 de plus qu'attendu pour le consensus Reuters. Et en plus, le département du travail a en outre revu à la hausse les chiffres d'août et de septembre. Donc très clairement, ces statistiques confortent finalement le scénario d'une accélération de la croissance américaine au quatrième trimestre après un petit passage à vide durant l'été. Enfin, à ces indicateurs favorables, s'est aussi ajouté l'annonce par Pfizer d'une efficacité de 89% de son traitement Covid-19 pour prévenir les formes graves de la maladie. Maintenant, ce matin, on a des indices qui sont toujours au perché, on évolue en tendance claire en début de séance, même si la dynamique reste clairement haussière. La prudence l'emportant finalement sur la hausse des cours du pétrole et les chiffres rassurants du commerce extérieur chinois dans l'attente de nouvelles indications, comme je vous le disais, sur l'inflation aux États-Unis. Alors, le CAC 40 et le Stock 600 viennent quand même d'enchaîner 5 semaines de hausse consécutive et beaucoup d'indices évoluent à des niveaux records, portés principalement par la progression soutenue des résultats des sociétés qui, globalement, ont été très solides. Alors, après 2 semaines dominées par les réunions des banques centrales, celle qui commence cette semaine sera marquée entre autres par la publication mercredi des chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis. Justement, les chiffres de l'inflation qui pourraient relancer encore une fois le débat sur le calendrier de la hausse des taux de la Fed une fois ces achats d'obligations terminés l'an prochain. On attend quand même plusieurs responsables de la Fed qui doivent s'exprimer dans la journée, dont son vice-président Richard Clarida et Patrick Harker, le président de l'antenne régionale de Philadelphie. Donc peut-être on aura dans l'après-midi quelques indications à venir potentiellement sur la politique monétaire de la Fed. En tout cas, aucun indicateur européen ou américain n'est attendu ce lundi, mais la tendance pourrait peut-être trouver un soutien dans les chiffres du commerce extérieur chinois publiés dimanche, marqués notamment par des exportations supérieures aux attentes, quand même plus 21,1% sur un an, grâce à la reprise de la demande mondiale. Côté macro, si nous avons justement un graphique du S&P 500 par rapport à l'inflation. Et historiquement, on constate très clairement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, que les pics d'inflation ne sont pas de bon augure pour les rendements des actions américaines. Bon, actuellement, le pic ici reste quand même faible. On est quand même retourné sur des niveaux assez élevés qui font craindre que l'inflation finalement n'est peut-être pas transitoire mais plutôt permanente. Et encore une fois, si on prend du recul, on a eu déjà des pics plus extrêmes. Et effectivement, si l'inflation, en tout cas j'estime que si l'inflation se stabilise, même reste au-dessus de 4%,
ou même atteint 4, même plus de 5%, entre 4 et 5%, derrière, ça va forcément pénaliser le marché action. Donc là, pareil, on a un gros catalyseur cette semaine, l'indice des prêts à la consommation aux États-Unis, et ça devrait derrière, justement, une nouvelle fois, guider le marché pour savoir si, oui ou non, l'inflation va un peu se stabiliser ou au contraire, continuer d'accélérer, auquel cas, eh bien, comme je vous le disais en introduction, la Fed devra mettre un tour de vis et déclencher en tout cas un véritable resserrement de politique monétaire et pas juste avec un petit tapering qui consiste à seulement réduire les achats d'actifs de 15 milliards par mois. Pour rappel, en 18 mois, il y a plus de 10 000 milliards qui ont été injectés sur les marchés, donc 15 milliards, c'est vraiment, c'est un peu une mascarade, très clairement. C'est vraiment une goutte d'eau, ça représente rien du tout. Et Jerome Powell pourrait vraiment mettre un tapering plus agressif, je trouve, face à l'inflation qu'on connaît actuellement. Néanmoins, effectivement, quand on prend du recul, on n'a pas non plus atteint des niveaux comme on a pu le connaître dans les années 20, à la fin de la guerre, ou ici avec la crise du pétrole. Toutefois, prudence pour l'année 2022. Effectivement, là, je pense qu'on va avoir une fin d'année en beauté, dopée par les résultats des sociétés et les perspectives solides de reprise économique, mais derrière, on pourrait quand même avoir une année un peu plus compliquée pour les actions américaines, enfin pour le marché action, car effectivement, si l'inflation reste élevée, ça va pénaliser forcément les rendements. Et derrière, si on retourne à nos niveaux d'avant Covid, eh bien, on aura une inflation élevée et une croissance molle, donc un risque de stagflation. Et cela pourrait derrière véritablement pénaliser le marché américain. Signe un peu d'euphorie aussi sur les marchés. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai présenté un graphique concernant le Fear and Greed Index, l'indice de peur et d'avidité, de cupidité de la part des opérateurs. Actuellement, il est à 85. Le baromètre affiche 85 sur 100. Donc, on est dans un début d'euphorie, mais on n'a pas atteint la pleine euphorie. L'indicateur est déjà monté juste avant le Covid, avant le crack du Covid. En tout cas, c'est son plus haut niveau cette année, 85. Il n'avait jamais atteint ce niveau-là, mais avant le crack du Covid, l'indicateur est quand même monté à 97. Donc, là, c'était la pleine euphorie, très clairement. Donc là, on n'est pas en pleine euphorie, mais il y a un début d'euphorie. Tous les indices sont haut perchés. Le Nasdaq, qui lui a quand même bien accéléré, comme je vous le disais en fin de semaine dernière, il s'est même offert le luxe de sortir par le haut de son canal. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes et tous les indices sont sur des niveaux records. D'où quand même mon invitation à la prudence et très clairement, il est préférable ici maintenant de prendre des bénéfices, d'alléger ses positions ou d'effectuer de la gestion de portefeuille. Mais rentrer des nouvelles lignes maintenant et faire le plein d'actions sur de tels niveaux, je trouve que cela est un peu risqué, si vous voulez mon avis. Il serait plus judicieux maintenant d'attendre un repli des marchés. Maintenant, là aussi, un autre indicateur qui montre quand même l'engouement et peut-être l'enthousiasme un peu trop prononcé des investisseurs privés. Ici, justement, c'est l'allocation en actions et on a atteint un nouveau pic à 65,6%. Donc là, c'est selon Bank of America, c'est l'allocation en actions des clients privés. Ici, vous avez la médiane, la ligne moyenne et généralement, s'ensuit une correction derrière dès qu'on atteint un peu des nouveaux pics ou des anciens records. Derrière, on a généralement une correction quand les opérateurs se montrent un peu trop euphoriques, un peu trop enthousiastes. C'est justement ici qu'il faut se montrer prudent, être patient et profiter justement d'une correction de marché pour derrière se repositionner sur le marché action. Néanmoins, effectivement, à court terme, ça reste haussier, on n'a toujours pas de signal de retournement et comme je vous le disais, on pourrait aussi terminer l'année en beauté. Juste prise de recul qui montre quand même que la Fed bat son plein
et ne soyez pas les derniers arrivés ici. Au contraire, soyez smart, j'ai envie de dire, et montrez-vous patient. Un repli aura forcément lieu. On a des gros niveaux à aller venir chercher en cas de correction et cela permettra de se repositionner plus sereinement plutôt que de céder à l'euphorie sur les sommets ou même de céder au syndrome du FOMO. Encore une fois, on pourra avoir une fin d'année en beauté. Je vous avais aussi présenté plusieurs graphiques indiquant que généralement, le mois de novembre est l'un des mois les plus fabuleux pour les indices boursiers. C'est un des mois surtout les plus performants pour le S&P 500 et les indices boursiers. Donc effectivement, on pourrait continuer à monter, mais mon avertissement, c'est sur le fait que je pense maintenant que la hausse reste limitée. Voilà, le potentiel aussi, il y a toujours un petit potentiel aussi à venir, mais qui reste limité par rapport à un risque de correction si le marché doit digérer ou doit faire face à un catalyseur un peu néfaste, un catalyseur un peu baissier. Côté graphique, justement, bon, sur le CAC 40, ça reste toujours haussier, comme je vous le disais. Je n'exclus pas une fin d'année en beauté. Toujours, pour moi, une fin d'année en beauté, ce serait 7250. Voilà, c'est le gros niveau à venir chercher. À court terme, je trouve que ça devient un peu euphorique. Néanmoins, est-ce que pour autant il faut vendre? Non, nous n'avons toujours pas de signal de retournement. La tendance est clairement haussière. Il faudra attendre un signal technique. Et en cas de signal technique, le gros niveau à venir chercher que je vais surveiller, alors peut-être qu'il ne sera pas comblé cette année, mais en 2022, c'est le gap ici. Là, on a un beau gap mensuel. Généralement, les gaps mensuels sont à 95% du temps comblés. Donc là, comme je vous le disais, ça va être le marché a une mémoire toujours. Il faudra garder en tête ce niveau de prix. Il va être très important pour les semaines, voire les mois à venir. Si on termine l'année en beauté, effectivement, comme je vous le disais, et qu'on entame 2022 sur de nouveaux records, en cas de correction, il y aura ce niveau à venir chercher, le comblement du gap mensuel sur le CAC 40. Donc là, c'est vraiment un niveau de prix très important. Maintenant, en données hebdomadaires, aucun signe de retournement. On a aussi eu un gap mensuel et donc un gap hebdomadaire par la même occasion, donc ce fameux niveau à garder en tête. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent très clairement la main. Donc à suivre les statistiques autour de l'inflation américaine mercredi, mais si on continue sur cette lancée, comme je vous le disais, tout porte à croire que le marché pourrait effectuer le fameux rallye de Noël et aller chercher, pourquoi pas, 7250, 7300 points. Là, ce serait une hausse encore de 7250, 2,5%, 2,5%, 3, qui est presque 4%. C'est tout à fait envisageable, très clairement. Maintenant, en données daily, oui, on est monté un peu vite, oui, on est monté un peu haut, oui, je trouve qu'on est sur un excès, mais pour autant, on empile les bougies vertes, les séances de hausse consécutives, et les acheteurs ne veulent rien lâcher. Pour l'instant, il faudra plutôt chercher des achats sur repli pour se repositionner dans le sens de la tendance, ou bien attendre un signal technique de retournement. Et là, même en données 4 heures, effectivement, on voit que le RSI commence un peu à saturer, mais c'est techniquement haussier. Voilà, on pourrait avoir un repli, ça permettrait de dégonfler un peu l'indicateur. J'aimerais bien un retour sur les 7000 points, un pullback ici. En tout cas, pour l'instant, je ne passe certainement pas vendeur. Acheter ici, pour moi, c'est un peu, c'est pas la meilleure idée. Très clairement, on est en pleine accélération haussière, d'où mon invitation à attendre des replis pour se positionner dans le sens de la tendance ou un signal technique de retournement pour vendre
et espérer un mouvement correctif plus profond. Le DAX. Le DAX, c'est la même chose. Alors, il y a du bon et du moins bon sur le DAX. Déjà, c'est la cassure hebdomadaire au-dessus de la borne haute de ce canal. Donc là, est-ce qu'on va faire un excès et retomber? On est sur un gros niveau. L'avalement daily, l'avalement mensuel est en train d'être invalidé, très clairement. À voir si on fait une clôture vraiment au-dessus des 16 000, voilà, 16 050, 16 080, mais on est sur zone, un avalement baissier qui est en train d'être invalidé. Maintenant, en données hebdomadaires, ce setup cassure Tenkan Kijun est toujours vivant, il a parfaitement fonctionné. Et effectivement, qu'on regarde de plus près, on a eu une cassure de la borne haute. Donc là, pareil, un signal technique haussier de poursuite de la hausse. Donc celles et ceux qui sont positionnés ici, eh bien, logiquement, ont pris des bénéfices puisque un objectif majeur a été atteint. Ici, mise à bas du stop à break-even suite à la cassure Tenkan Kijun. Là, je vous invite très clairement à mettre votre stop à break-even et d'attendre d'avoir un peu plus de visibilité. Pour moi, on est toujours sur une zone chaude, malgré le fait qu'on ait cassé cette borne haute de canal en données hebdomadaires. Maintenant, j'aimerais bien quand même que le marché vienne combler ce gap avant de repartir. Car là, payer ici, je trouve qu'on est un peu compliqué, comme sur le CAC, en fait, on est en pleine accélération. Maintenant, ce qui serait propre, ce serait d'avoir un retour sur le support. Ça permettrait au marché de souffler sur ce beau support ici vers les 15 980, 15 970 pour venir combler le gap et ensuite permettre de déclencher une nouvelle jambe de hausse. En tout cas, c'est un peu la stratégie que j'ai sur le DAX cette semaine. Des achats, encore une fois, sur repli ou bien une vente, mais uniquement sur signal technique de retournement. Et comme sur le CAC, en données 4 heures, c'est extrêmement haussier, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Aucun signal de vente. On peut peut-être mettre ici un canal haussier, quasiment cadrer un peu cette dynamique, mais les acheteurs gardent la main. Ce sont sur tous les indices. Pour l'instant, j'estime que c'est trop tôt pour tenter des ventes sur le marché. Le Dow Jones qui est venu chercher les 36 500 points, même constat ici. Pas grand-chose à dire sur le Dow Jones. Bravo à celles et ceux qui arrivent à payer l'indice. Pour ma part, je trouve là vraiment qu'on est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort. On s'est même offert le luxe de sortir par le haut de ce canal, très clairement. Bon, ça montre quand même un sentiment d'euphorie qui plane, qui règne actuellement sur les marchés. Mais encore une fois, ça ne sert à rien d'être à contre-courant tant que vous n'avez pas un signal de retournement. Donc là, le mieux, pareil, ce serait d'attendre un pullback, pourquoi pas sur ce niveau, pour tenter de se repositionner dans le sens de la tendance. Mais sinon, en daily, bon, effectivement, on est un peu en lévitation, on a une bougie ici qui plane au milieu de nulle part. Ce serait bien qu'on revienne chercher la Tenkan, donc un repli à court terme, effectivement, serait le bienvenu. Mais pour autant, difficile d'évoquer une correction de marché significative à venir quand je regarde la configuration actuelle du Dow Jones et des prix. On a vraiment une structure très bullish, très forte, des acheteurs qui se manifestent et qui se montrent encore très présents. Voilà pourquoi je suis aussi à court terme, même si je n'ai pas de plan de trading à vous proposer. Mais j'estime encore une fois que ce n'est pas le bon moment. Et il est peut-être un peu trop tôt à mon sens pour essayer de prendre un trade à contre-tendance. Les futurs sont dans le vert aussi. On donnait des lits sur les futurs. Bon.
On est haut. Honnêtement, compliqué de mettre en place un plan de trading sur les indices cette semaine. Le mieux, encore une fois, reste de payer tous les replis sur zone. Donc là, effectivement, si on pourrait avoir un repli sur l'ancienne bande haute de ce canal, ici, venir chercher la MM50, se replier sur cette fameuse zone 35 945, 36 000, ma foi, ce serait, à court terme en tout cas, une zone de support à mettre à profit pour essayer de repartir, chercher de nouveaux records. En tout cas, rien à ajouter. Pas évident de trader ces indices sur des niveaux records et en pleine accélération haussière. Donc, comme pour le CAC, comme pour le DAX, vente sur signal technique de retournement puissant. Sinon, eh bien, j'estime qu'il faut continuer à payer les replis. Donc, plutôt un marché, surtout là, qui va devenir intraday, mettre des places intraday, mais mettre des plans swing maintenant sur de tels niveaux pour dire bon, on va aller chercher les 37 000 points. Honnêtement, je trouve ça un peu ambitieux. Le Forex, c'est mou, très mou en ce début de semaine. L'euro qui tente quand même de sauver son fameux support. Je continue d'être baissier sur cette paire. La dynamique demeure baissière de toute façon, comme évoqué déjà depuis plusieurs briefings des marchés. Je vous parlais de ce fameux double top qui est toujours valide. Ce serait bien que là on casse les 1,1530. Le double creux qui est sur l'indice dollar. Une analyse graphique assez propre et qui plaide pour une hausse du dollar et une baisse de l'euro très clairement. Donc là, il faut qu'on casse ce support, okay, sinon on risque d'évoluer dans un range. Mais encore une fois, je me répète, mais je trouve que suite à la bougie qu'on a ici et de nouveau celle-là, on est en train de mettre une pression énorme, enfin, du moins les vendeurs sont en train de mettre une pression énorme sur le niveau des 1,1530 et il manque vraiment pas grand-chose pour que le marché poursuive sa dégringolade. Donc là, vous connaissez le plan. Peut-être que certains se sont déjà positionnés suite à la cassure de cette Tenkan Kijun, un peu un dérivé, hein, comme je vous le disais, parce que là, on est sur une cassure sur angle, Tenkan, en Kijun, donc j'aurais préféré que ce soit un plat. Néanmoins, je me répète encore, mais là, on avait une belle bougie flux impulsive et directionnelle, un peu comme ici. Voilà pourquoi j'ai plutôt un sentiment baissier. On est toujours à l'intérieur d'un canal daily baissier lui aussi. Donc maintenant, j'attends impatiemment la cassure des 1,1530. Sinon, deuxième scénario de trading range. Mais pour l'instant, encore une fois, je ne suis pas convaincu de la reprise qu'on a eue sur la borne basse de ce range. Donc, si vous êtes vendeur sur le rebond ici ou à la cassure Tenkan Kijun, eh bien votre stop loss doit se situer au-dessus des 1,1710. Et pour celles et ceux qui attendent vraiment confirmation, dans ce cas, il faudra attendre que le marché clôture sous les 1,1530 avec un stop loss au-dessus des 1,1620 pour aller chercher en TP1 1,1460 et en TP2 1,1370. Voilà en tout cas mes cibles à venir pour les prochaines semaines sur l'euro-dollar. La UD Yen, toujours ce plan qui a été validé la semaine dernière. L'objectif n'a pas été atteint encore, ce fameux double top, avec une divergence qui avait déjà un peu annoncé l'essoufflement du mouvement haussier. Là, le double top a été validé, l'objectif théorique n'a pas changé pour moi, ça reste le fameux plat Tenkan, plat Kijun en données daily, si je dis pas de bêtises. Ah, elle est remontée, c'est embêtant. Bon,
venir chercher en tout cas la Kijun ici. Là, elle devrait logiquement se mettre à plat. Mais la zone parfaite, pour moi, c'est juste ici. Et ça coïncide en plus avec l'objectif théorique de ce fameux double top. Donc là, il y a encore un peu de marge. Très clairement, je pense que le marché va venir chercher sa Kijun au moins les 83 40, et puis ce serait bien qu'on fasse un petit excès sur mèche pour venir chercher le plat, et justement par la suite chercher des achats sur ce niveau de support. Là en plus on aura la MM50 d'ici là qui va remonter avec la MM200, donc il faudra penser à couper les ventes et peut-être sur touchette tenter un trade agressif et protéger vite ce trade, mais là il y a tout qui va converger, zone de prix daily, plat Kijun, MM200, MM50, bref, on va avoir une super zone à mettre à profit pour tenter un achat agressif sur cette paire. Donc là, pareil, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un reverse. Une fois qu'on est passé vendeur, on atteint le TP, hop, on déboucle et on passe acheteur pour justement procéder à un reverse, très clairement. Donc là, ça va être un peu la stratégie de la semaine que je vais surveiller sur l'AUD Yen. L'AUD-USD, bon, la zone a été atteinte, on l'évoquait, mais elle a été atteinte vendredi, donc j'espère que vous avez pris vos bénéfices, pareil, suite à la validation du double top. Donc ici, on est venu chercher au point près la zone, prise de bénéfice. Une prise de bénéfice a dû s'opérer et s'effectuer sur ce niveau. Maintenant, je passe plutôt neutre. Je vous disais éventuellement de garder un petit reliquat si cette zone était amenée à céder, car effectivement, on pouvait aller chercher bien plus loin et de mettre votre stop à break-even. Pour l'instant, la zone tient. Donc, j'espère que vous avez tout simplement pensé à prendre quelques bénéfices. Et puis maintenant, on laisse faire le marché. Hein. Si on remonte, eh bien, stop à break-even. Et si vous avez gardé un petit reliquat avec la zone cède, eh bien, cela devrait vous offrir normalement un excellent ratio et le marché pourrait accélérer. Pour l'instant, à court terme, le marché a plutôt envie de rebondir sur cette zone. Donc, rien n'est fait, ça reste baissier. On revient tester l'ancienne résistance ici avec notre kit jaune. Donc, affaire à suivre. Effectivement, l'élément un peu contrariant, c'est l'avalement haussier qu'on a eu sur la zone. Donc, à voir s'il est confirmé. Effectivement, si on casse la résistance qu'on a juste ici, je pense que vous pouvez déboucler votre position vendeuse sans attendre de se faire stopper à break-even. Et derrière, si on échoue, eh bien, restez en position dans l'espoir d'avoir une cassure de ce niveau de support pour accélérer en direction des prochains niveaux. Un autre plan que je vais surveiller cette semaine, c'est l'USD Yen aussi. J'aime beaucoup la configuration. Suivre pareil avec les chiffres de l'inflation. Alors on est sur zone, encore une fois. La zone est clairement, je vais enlever l'Ishimoku. Hop, voilà, on a une super zone mensuelle, hebdomadaire, juste ici, vers les 114,20. Et le marché se stabilise maintenant. Alors oui, on a eu un avalement baissier ici. Donc là, c'est le petit bémol que je trouve qui m'invite à la prudence, c'est le bel avalement baissier qu'on a eu sur ZO. Néanmoins, il ne faut pas non plus vendre aveuglément. Il faut aussi basculer sur les unités de temps un peu plus courtes et en données daily, j'observe la consolidation à l'intérieur d'un potentiel fanion. Donc derrière, pourquoi pas une nouvelle jambe de hausse à venir. Donc deux scénarios pour moi sur cette paire. Effectivement, l'avalement baissier sera validé si on break le support des 113,30. Donc pourquoi pas mettre en place un plan vendeur si on casse le support des 113,30 en clôture pour aller chercher 112,22. Ici, ce sera donc une zone pour tenter de revenir à l'achat avec soutien de la même 50. Donc là, c'est plan baissier. Et plan acheteur, c'est cassure par le haut de ce fanion, en parallèle de la zone, pour aller chercher 116,15. Maintenant, on peut affiner en données 4 heures. Donc, après une belle accélération haussière,
on reprend notre souffle, on se stabilise de nouveau dans un super fanion. Les traders agressifs et expérimentés tenteront éventuellement des achats sur signal proche de la MM200 si elle remonte entre-temps dans cette zone pour avoir un meilleur ratio, surtout si l'USD Yen derrière effectue une nouvelle rotation et sort par le haut. Donc là, vous aurez vraiment un point d'entrée optimal avec un stop loss juste en dessous. Donc pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt, je trouve. Il n'y a pas eu de signal de retournement ici. Mais pourquoi pas, pour les plus expérimentés et les plus aguerris, tenter des achats ici pour vous offrir un bon ratio, surtout si on repart dans le sens de la tendance qui précède, enfin dans le sens de la tendance primaire, tout simplement. Là, on a une tendance primaire et une tendance secondaire. Logiquement, on devrait repartir dans la tendance primaire. Et comme je vous le disais, inversement, si on casse cette zone, par contre, aller chercher les 112,22. Et les traders plus débutants et moins expérimentés attendront la cassure d'une des deux bornes. Et dans ce cas-là, la cassure de la borne haute pour se positionner plus sereinement sur cette paire avec un stop loss au milieu dans l'espoir d'aller chercher les 116,15. Le gold. Ça y est, enfin, le gold donne des signes de vie. Je commençais à perdre espoir, mais non. Nous avons eu une super bougie hebdomadaire. Donc, encore une fois, on regarde le filtre. Le filtre était mensuel. Donc, pareil, la clôture mensuelle va vraiment être importante, mais je vous disais, ça fait depuis le mois de juillet qu'on était enfermés et prisonniers entre Tenkan et Kijun. Et là, il y a une lueur d'espoir, enfin. Maintenant, en données hebdomadaires, force est de constater que la clôture est belle aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, le marché a réussi à percer la zone MM50 et plat Kijun. Là, maintenant, il ne reste plus que Chikou qui va devoir aussi franchir ce plat et les prix. Mais c'est de bon augure, en tout cas, pour la suite. J'aime beaucoup la bougie qu'on a eue ici et le sentiment que un des deux camps vient de gagner la bataille. Et ce serait le camp des acheteurs. Effectivement, pareil, encore une fois, j'attends confirmation avec les chiffres de l'inflation mercredi. Pareil, qui devrait une nouvelle fois déclencher pas mal de volatilité sur le gold. Mais je suis plutôt satisfait de la dynamique. Donc là, 1830 à aller chercher. Et là, par contre, c'est le pivot clé. Là, c'est les 1830. Si on break ce niveau, enfin, on devrait vraiment avoir une véritable accélération. Donc, affaire à suivre. En tout cas, le gold, ça y est, on a un redémarrage. Il y a de l'action, il y a du flux, il y a des éléments techniques positifs. Maintenant, il faut transformer l'essai. Donc là, effectivement, à court terme, je vise 1830 et on pourra mettre en place un plan de trading à la cassure des 1830 pour aller chercher 1850 et 1910 derrière. En tout cas, c'est une bonne tête et les bougies sur les unités de temps supérieures sont plutôt encourageantes pour la suite. Le Brent. La zone a parfaitement fonctionné pour celles et ceux qui ont tenté des achats. J'évoquais avec vous vendredi potentiellement la mise en place à l'achat sur le Brent. Je trouvais ça un peu osé, mais je vous parlais de l'avalement ici en donné 4 heures sur la zone. Et effectivement, il a parfaitement fonctionné. Peut-être que certains d'entre vous ont joué cet avalement haussier sur la fameuse zone. Auquel cas, eh bien, bravo à vous. Pensez à mettre votre stop à break-even. Effectivement, c'était la fameuse zone que j'évoquais. Je ne voyais pas un retournement du marché pétrolier, mais plutôt un repli sur zone proche de MM50. Et c'était une zone qui m'intéressait. Et là, j'aime beaucoup le drapeau dans lequel on évolue.
Et par conséquent, je pense que les retardataires vont pouvoir de nouveau se positionner à l'achat sur le pétrole. Si on clôture au-dessus des 84,30. Là, pour moi, il y a une belle zone. Enfin, on a un super. Je vais un peu licher beaucoup, il ne sert à rien. Voilà. Là, on a une belle configuration dans un éventuel drapeau. Et la résistance est 84,20. Et en cas de cassure, objectif 90. Donc, voilà un peu un plan à mettre en place. Donc, celles et ceux qui se sont positionnés et qui ont eu le courage de payer la zone ici, très bien, mettez votre stop à break-even maintenant et attendez la cassure. Pour les retardataires, pour les autres, on attendra confirmation avec cassure et sortie par le haut de ce drapeau et clôture au-dessus des 84,40. Et là, on mettra soit un stop loss au milieu, enfin, sous les plus bas ici, soit juste en dessous. À vous de voir encore. Et derrière, l'objectif, ce sera d'aller chercher les 88, 90 $. Voilà un plan qui pourrait se mettre en place aussi cette semaine. Sur le WTI, la configuration n'est pas du tout la même. Et je préfère très clairement... bon, pareil, belle réaction sur zone, mais je préfère la structure graphique du Brent. Là, pareil, on est venu taper la zone, le marché a besoin de souffler, mais ça demeure haussier. Hein. Ça demeure haussier. Là, pour le coup, il faudrait que le marché repasse au-dessus de la zone. Payer ici, on est juste sous résistance, ça m'embête un peu. Je trouve que pareil, le potentiel de hausse reste limité. Là, techniquement, il faudra attendre la cassure des 84. Sauf si, pareil, vous êtes positionné, vous avez réussi et vous êtes positionné sur le bas de la zone. Dans ce cas-là, eh bien, remontez votre stop, mais c'était plus compliqué, je trouve, à se positionner ici. On n'est pas vraiment la structure graphique est vraiment plus propre sur le Brent. Voilà pourquoi je vais accorder plus d'importance sur le Brent que sur le WTI. Et globalement, si le Brent accélère à la hausse, le WTI va suivre aussi. Mais là, le Brent est à 2 doigts de casser sa résistance, alors qu'ici, il y a encore un peu de marge et on n'est pas dans une figure de consolidation aussi belle que sur le Brent avec ce magnifique drapeau. Voilà pourquoi je préfère aller sur les marchés où on a de belles configurations et où les structures graphiques sont pertinentes et propres. Le BTC en route vers de nouveaux records. Ça y est, on sort enfin de cette phase de consolidation. Bon, on fait ça. Finalement, ce petit fanion a plutôt bien fonctionné, hein, là, globalement. C'est plutôt bon signe. Enfin, petite frayeur, mais on n'est pas repassé sous la zone. Donc, celles et ceux qui ont payé ici, avec un stop loss juste en dessous, ma foi, sont toujours dans le trade. Là, il y a deux choses que j'aime beaucoup en données 4 heures. La première, c'est bien forcément la sortie de ce fanion par le haut, qui derrière est validée. Ensuite, la forme un peu en soucoupe, un creux arrondi, hop, retour sur la résistance des 66 000. Pareil, cet effet un peu balançoire qui pourrait permettre une belle accélération en direction des 70 000 $. Et deuxième élément, je suis moins fan, mais bon, je le note quand même, c'est un peu l'épaule tête-épaule inversée qu'on a eu juste ici. Voilà. Tac. Donc cette fameuse épaule, tête, épaule avec la cassure. C'est pas la plus belle du tout. Je préfère en plus les ETI de retournement de tendance que les ETI de continuation de tendance, très clairement. Donc celle-là, je la note, mais je préfère très clairement partir du principe qu'on a plus un rounding bottom plutôt qu'une ETI de retournement.
Alors, généralement, les ETI, c'est plutôt des figures de retournement de tendance. Oui, il y a des ETI de continuation de tendance, mais je les trouve quand même moins pertinentes. Néanmoins, je m'accorde pour dire que la structure graphique est très propre en données 4 heures, comme en données daily. Comme en données daily, comme en données pas mensuelles, oui, c'est propre, comme en données hebdomadaires. Et maintenant, voilà, on a consolidé, si vous voulez, on a consolidé depuis plusieurs semaines au-dessus de la zone. Finalement, hop, ça repart. Et direction les 70 000 $ pour moi. 70 000, puis après, je pense qu'on verra peut-être 80 000. J'ai tenté de mettre un objectif de cours avec un peu cette soucoupe, cette reprise aussi en forme de U. Bon, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. Hein. C'est très difficile d'établir des objectifs de prix en price discovery, comme on dit, en découverte de prix. L'analyse technique suggère potentiellement 90 000 $. Mais on ne va pas non plus être euphorique où je lisais JP Morgan voit 146 000 $. Donc là, pour le coup, les 146 000, c'est même pas 145 ou 140, mais c'est 146 000 $. Je serais curieux qu'ils me présentent le modèle qu'ils ont pour déterminer si précisément cette cible technique. Parce que là, pour le coup, parfois, je me demande s'ils n'ont pas une boule de cristal. Donc là, je suis plutôt positif, ça reste haussier, je ne veux juste pas m'emballer avec des objectifs un peu ambitieux. Néanmoins, c'est envisageable, mais à court terme, 70 000, 75 000. Voilà. Petit à petit, on verra, on ajustera les objectifs haussiers sur le BTC. Sur l'Ethereum, autant pour le coup, on a un objectif haussier, puisque là, on a vraiment une tasse avec anse en hebdomadaire. Et donc, oui, premier objectif, pour moi, ça reste les 5150. Et deuxième objectif, les 6100. Voilà. Ah, j'ai un beau pattern avec deux objectifs théoriques. Et invalidation si on retombe sous les 3250. Mais pour l'heure, c'est validé, c'est beau. Les volumes sont au rendez-vous, hein, toujours. On a toujours, même si on n'a pas des bougies, je vais vous montrer, même si on n'a pas des bougies extraordinaires, les volumes sont au rendez-vous, ce qui montre l'enthousiasme des acheteurs. Donc, pas d'alerte baissière très clairement. On poursuit cette hausse. Objectif 5150. On bascule, on met notre filtre daily. Rien d'alarmant. On reste toujours dans une belle dynamique haussière, cadrée à l'intérieur de ce canal haussier. Je vous disais de mettre à profit tous les replis sur l'Ethereum. Donc là, pareil, on a eu un beau repli sur les anciens plus hauts. Donc celles et ceux qui l'ont payé ici, eh bien bravo à vous. Mettez votre stop à break-even et puis essayez d'aller chercher la bande haute du canal ou les 5150. Mais là, très clairement, c'est haussier et la meilleure stratégie, c'est de payer tous les replis. Voilà, à chaque fois qu'on revient sur MM50. Vous mettez ce canal en données 4 heures. Et effectivement, tous les replis sur les anciens tops, que ce soit tac, ici, tac, ici, tac, ici, tac, ici, c'est gagnant à chaque fois. C'est haussier, n'essayez pas d'attraper le point haut, de toute façon vous ne l'aurez jamais. Nagez dans le sens du courant qui est haussier et vous verrez que ce sera plus facile de réaliser des gains. Donc là, ça reste haussier, objectif intermédiaire 5000 $, et TP1 5150. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.